Bonjour. Ok, le micro marche bien. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs du congrès de m'avoir proposé cette intervention. Je suis vraiment très heureuse que les audioprothésistes s'intéressent à la question de la relation avec le patient malentendant qui est au cœur de vos pratiques. Donc voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de cette présentation. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Pauline Garnier. Je suis psychologue et j'interviens à Lyon aux Hospices Civils, donc dans le service du professeur Taïwan à l'hôpital Édouard Herriot. Et donc je travaille avec des patients qui ont des surdités profondes pour la plupart au sein du centre d'implantation cochléaire et avec des patients qui présentent également des acouphènes. Donc tout d'abord, je vais commencer par situer un petit peu mon propos parce que parler de la psychologie du malentendant, c'est très vaste comme sujet. Et quand on entend les patients parler de leurs troubles de l'audition, ils utilisent des mots variés qui sont importants pour eux. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est sourd s'il a décidé qu'il était malentendant, par exemple. Donc souvent, on retrouve les patients qui se nomment sourds dans les surdités congénitales. Et j'ai même entendu en colloque, il n'y a pas très longtemps, une collègue parler de sourd avec un grand S et de sourd avec un petit s. Donc que voilà, certains sourds qui sont locuteurs de LSF ont une identité sourde très marquée, et puis pour d'autres, ils peuvent se dire sourds, mais avec un accès à la langue orale. Aujourd'hui, je vais vous parler des surdités, des patients qui ont des surdités acquises, des patients qui se sont construits sans la question de la surdité, et qui l'ont rencontrée au cours de leur vie adulte. Donc la surdité représente pour eux un événement de vie tel qu'une maladie, un deuil, potentiellement stressant, souvent à valeur négative. Ils vont devoir en faire quelque chose sur le plan psychique, c'est-à-dire l'intégrer à leur histoire et à leur représentation d'eux-mêmes. Donc il y a différents degrés d'intégration possibles, du rejet pur et simple jusqu'à une acceptation pleine. Et on va regarder un peu quels sont les facteurs déterminants pour cette acceptation. Brièvement, il peut y avoir des facteurs relatifs à la surdité, comme si c'est une apparition brutale ou progressive, les impacts ne seront pas les mêmes au niveau psychologique. Des aspects relatifs à l'environnement, si la personne est active professionnellement ou si elle est retraitée, c'est pareil, ça n'a pas forcément le même impact. Et puis des facteurs relatifs à la vie intrapsychique. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ensemble aujourd'hui. Pour construire cette intervention, j'ai choisi de partir du discours des patients. Donc en fait, je suis allée rencontrer des personnes, alors majoritairement des personnes de mon entourage et pas des patients que je connais dans mon service, volontairement pour essayer d'ouvrir un peu aussi mes représentations et de ne pas avoir que des patients sourds profonds, parce que les vécus sont différents quand c'est une surdité légère, moyenne ou sévère. Et donc du coup, j'ai réalisé des interviews avec donc, ces 6 personnes pour découvrir un petit peu leur rapport à la surdité de l'intérieur. Donc je leur ai posé des questions sur qu'est-ce que c'est pour vous être malentendant, quel a été votre parcours d'appareillage, qui en a été prescripteur, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé chez l'audioprothésiste, quel impact a eu la surdité sur votre vie. J'ai 6 témoignants. Qui ont donc entre 33 et 70 ans, des degrés de surdité variés, des durées d'appareillage variées, mais le point commun, c'est qu'ils sont tous appareillés et ils portent tous leur appareil. On va regarder 2 choses ensemble ce matin. La surdité du point de vue du patient, en essayant d'expliciter un petit peu ce que ça change dans le rapport à soi, à son corps et dans le rapport aux autres. Et puis aussi le parcours d'appareillage des patients et le rapport aux professionnels, ce qu'ils peuvent en dire, ce qu'ils peuvent en raconter eux. Donc on va commencer tout de suite avec un premier extrait, avec Sabine, qui nous explique ce que c'est pour elle être malentendant. Très simplement que je suis vieille avant l'heure, c'est une presbyacousie précoce. Voilà, donc c'est héréditaire et... Bon, si je rappuie, ça a sauté. Ok. Je dirais que c'est un vieillissement, voilà. Mon oreille se dégrade et j'entends moins bien, petit à petit, comme une personne âgée qui perdrait l'audition. Voilà, et j'en suis à un stade relativement précoce. Alors oui, c'est moi qui ai coupé les vidéos, c'est pas toujours très net le coupage. Bon.
Du coup, chaque patient va se construire un récit, une narration autour de son trouble de l'audition. Et cela va leur permettre de donner du sens à la maladie, de l'inscrire dans le contexte de l'histoire personnelle du sujet et de son identité. Donc pour Sabine, ce récit, il passe par la réutilisation du vocabulaire médical. Elle parle de presbyacousie précoce, la création d'une image mentale, elle dit « je suis vieille avant l'heure », qui utilise aussi l'humour et le second degré, et puis la référence à l'hérédité de son trouble auditif. Donc, en psychologie de la santé, il y a eu des modèles qui ont été créés pour expliquer un petit peu cette création de représentation mentale autour de la maladie ou du handicap, et qui nous expliquent qu'il y a 3 sources d'informations pour les patients pour construire leur représentation de la maladie ou du handicap. Donc, la première, c'est les représentations profanes, c'est tout ce qui va circuler dans la société comme représentation autour de la surdité, par exemple. En second, c'est les renseignements qui proviennent de personnes qui font référence dans le domaine, donc les informations qui peuvent être données par les professionnels de santé. Et puis ensuite, l'expérience du malade. Et ça, c'est vraiment important, c'est aussi là-dessus que je voulais appuyer aujourd'hui, c'est que pour se créer des représentations, le patient, il va devenir un petit peu expert de son propre vécu, de sa propre pathologie. Un de mes témoignants, Serge, je vous ai pas mis toutes les vidéos parce que c'était un petit peu lourd, j'aurais dépassé la demi-heure qui m'est allouée, mais il dit à un moment donné, voilà, c'est pas conscient, mais on devient un professionnel, on devient un expert de sa surdité. Donc pour les patients, c'est quelque chose qui est vraiment investi, ce savoir qu'ils peuvent avoir sur leur propre situation. Maintenant, je vais vous faire écouter une partie du témoignage de Julien concernant son expérience de la surdité, de comment il est allé vers l'appareillage, comment il a compris qu'il entendait mal. Et là, du coup, il va falloir monter un petit peu le son parce que la prise de vue était un petit peu difficile. Qu'est-ce qui m'a amené à m'appareiller? C'est déjà d'avoir le sentiment de moins bien entendre, tout simplement. Avec des repères type le bip du four. Je crois chez la plupart des gens qui ont des problèmes d'audition, il y a un moment comme ça où il y a un bruit qu'on n'entend plus et c'est une sorte de signal. Donc moi c'est mon bip de four avec mon buzzer pour savoir le temps de cuisson, etc. Donc à un moment donné je ne l'entendais plus et je me rendais compte que les autres l'entendaient, donc il y avait un souci. Et par ailleurs, Donc cette expérience très banale que nous raconte Julien, ça illustre pourtant parfaitement bien que la surdité, c'est d'abord prendre conscience de son corps qui change, ressentir que les informations sensorielles transmises ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes pas tous égaux dans l'écoute de notre corps. On peut être très surpris de l'extrême acuité de certains patients qui vont ressentir au décibel près les pertes auditives et constater à l'inverse l'absence de repérage de signaux massifs pour d'autres. Avant de parler de déni, il faut aussi prendre en compte que le rapport à son corps, la prise en compte des messages du corps n'est pas la même pour tous. Ce rapport intime se construit dès la petite enfance et s'enrichit de toutes les expériences vécues. Et les personnes qui ont expérimenté des carences précoces ou des traumatismes au cours de leur vie n'auront pas la même capacité à se sentir corporellement que les autres. Donc on va écouter un autre témoignage qui va un petit peu dans ce sens. Que j'ai oublié, c'est que la surdité génère énormément de fatigue, liée essentiellement au fait qu'on doit produire 2 fois plus d'efforts pour entendre et surtout comprendre. Et cette fatigue s'accumule. De mon côté, moi j'ai eu tendance à la minimiser et en prendre conscience très tardivement. Concernant l'appareillage, donc la fatigue, c'est un signal qui est complexe et qui concerne vraiment tous les patients malentendants. C'est vraiment le revers de la médaille de la surdité. Et effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à sentir et à intégrer de manière claire pour les patients. Parce qu'il y a aussi un contrôle rationnel, un contrôle de l'esprit sur le corps qui va minimiser ou amplifier les phénomènes ressentis corporellement. Pourtant, il faut vraiment que le patient puisse lui faire une place parce que c'est un indicateur parfois de surcompensation, de surmenage, de besoin d'appui, en tout cas par rapport à la surdité. Maintenant, 2 extraits du coup d'Irène puis de Sabine concernant les questions qu'elles peuvent se poser par rapport aux manifestations de leur surdité. Maintenant, je supporte plus le bruit. C'est très paradoxal tout ça, et je ne sais pas s'il y a une explication rationnelle, mais ça rajoute une difficulté à l'appareillage. Donc, au niveau... Souvent, si j'entends moins bien, j'ai toujours l'impression d'avoir perdu de l'audition. Voilà. Donc à chaque fois, je me dis que si on fait un bilan auditif, je vais avoir perdu, et non, je ne perds pas.
Et voilà, donc je sais pas trop. J'y vais. Donc, si la surdité du patient évolue, le rapport à la surdité évolue aussi. Et les personnes malentendantes doivent sans cesse intégrer de nouvelles informations dans leur représentation de la surdité. C'est donc intégrer tous ces signaux contradictoires que leur corps leur envoie. C'est quelque chose qu'on connaît tous, ce rapport à notre corps. On pourrait dire « mon corps, c'est inconnu ». Notre rapport au corps est marqué par l'incompréhension et le mystère, et on peut le voir à certains moments quand notre corps change par rapport à la puberté, pendant la grossesse ou pendant le vieillissement, que c'est compliqué de faire une place à ces vécus corporels un peu différents. Et dans le champ de l'ORL, de l'audition, c'est la même réalité. Et donc du coup, Sabine, dans son témoignage, elle parle en fait des moments où elle va chez son audioprothésiste et elle s'appuie vraiment sur le rapport au professionnel pour avoir une idée claire de là où en est son audition, parce que le rapport au corps, il est biaisé aussi par tous ces facteurs émotionnels qui lui donnent l'impression qu'elle perd de l'audition, alors qu'en fait pas. On va écouter maintenant de nouveau Irène qui parle d'un facteur important dans l'intégration de toutes ces données, c'est aussi l'étiologie de la surdité. Lors de les gérer, il y a différents états qui se sont succédés. Au début, une sorte d'incompréhension. Je comprends toujours pas pourquoi ça m'est tombé dessus, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi on sait pas ce que c'est, on sait pas l'origine de tout ça. Après, cette incompréhension, il y a eu une étape des pourquoi. Je pense que j'ai dû consulter au moins 10 ORL et que personne n'a pu me donner une explication. On a misé beaucoup sur l'appareillage. Je me rends compte que l'appareillage, c'est pas la panacée. Donc maintenant, la suite pour cette patiente, c'est éventuellement une implantation cochléaire. Du coup, pour Irène, il y a une impossibilité de se créer une représentation claire de ce qui se passe dans son corps, en lien avec l'impossibilité du corps médical de répondre à sa demande d'explication. Pour les patients qui connaissent leur étiologie, il peut y avoir aussi d'autres implications. Dans les surdités héréditaires et familiales, le patient a des modèles identificatoires au sein de sa propre généalogie, qui fonctionnent parfois comme des contre-exemples. Et donc le témoignant Julien que vous avez déjà entendu, hors caméra, il m'explique en fait que sa mère est malentendante et que du coup il a du mal à se projeter dans l'avenir sourd comme elle. Et donc lui il hésite entre deux étiologies. D'abord une étiologie liée à l'exposition au bruit, parce qu'il travaille dans une usine où il y a beaucoup de bruit, et puis l'étiologie génétique. Et donc il n'a pas fait de test génétique, et pour lui de ne pas savoir, ça lui permet du coup de ne pas s'enfermer dans une projection trop anxieuse, et il se laisse une porte de sortie psychique en se disant que peut-être c'est parce qu'il a été exposé au bruit. Maintenant, on va voir du coup le témoignage d'Anne-Marie qui répond à la question « C'est quoi pour vous être malentendant ?» C'est couper de la vie, quoi. C'est avoir peur qu'on nous pose des questions, avoir peur qu'on nous parle et pas oser faire répéter parce qu'on est mal à l'aise. Donc du coup, on préférerait qu'on ne nous parle pas plutôt que de faire répéter chaque fois. Donc c'est vrai que malentendant, c'est un isolement complet. Alors, on va parler un peu. Donc dans les représentations de la surdité, il n'y a pas que des savoirs cognitifs et des contenus sensoriels, mais aussi des représentations émotionnelles. Et pour Anne-Marie, sa définition d'être malentendant, c'est avoir peur. Donc l'angoisse, elle est présente chez les personnes qui souffrent de troubles de l'audition, lorsqu'elles ont des difficultés d'estime de soi, quand elles cherchent à tout prix à masquer leur handicap. Ça peut être aussi lié à l'impression de perdre la maîtrise et de ne pas être à la hauteur. Donc pour la plupart des personnes qui souffrent de perte auditive, c'est possible de maintenir une image de soi unifiée parce que sur le plan sensoriel, il y a aussi d'autres informations du corps qui fonctionnent bien par ailleurs et qui permettent aussi de se rassurer, de se renarcissiser dans un vocabulaire plus psychologique. Et puis pour d'autres patients, cette perte de la fonction auditive, elle vient toucher profondément l'image corporelle et peut amener des angoisses importantes, voire des angoisses de mort, où le silence devient vraiment un équivalent de mort, même si les patients ne sont pas dans le silence total, ils le redoutent beaucoup. Et donc du coup, même pour les patients qui ne sont pas totalement désorganisés sur le plan personnel, il y a aussi la question du rapport à l'autre qui vient se jouer dans la surdité, et souvent ça devient un enjeu narcissique et un enjeu dans le rapport aux autres, parce que les interlocuteurs sont souvent agacés
par la personne malentendante et peuvent renvoyer cet agacement par des regards, des soupirs, des arrêts de communication qui renvoient brutalement le patient à sa défaillance. Du coup, on observe parfois un seuil de tolérance chez l'autre que les personnes malentendantes identifient bien et au-delà duquel elles renoncent à obtenir des adaptations. Donc on va voir des témoignages du coup qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que ça va partir tout de suite sur le témoignage de Sandrine. Donc des fois j'entends pas, puis je dis rien, je fais comme si tout allait bien et voilà. Je fais mine que tout aille bien et des fois ça va pas forcément bien. Donc je m'interroge sur mon avenir professionnel. Et le témoignage de Serge. Faire suer tout le monde. J'entends pas, comme on essaye au début d'expliquer aux gens qu'on a du mal à les comprendre. Donc, ils vont à un moment faire un effort, pendant 30 secondes en général, sur un truc, et puis ils vont reprendre leur truc. Donc tu vas leur redire une deuxième fois, et puis après c'est terminé. Il n'y aura rien, il n'y aura plus d'échange, il n'y aura rien, et tu essayes de faire avec le peu que tu as. Être source, c'est faire avec le peu qu'on a, savoir... Donc on voit chez ces deux témoignants qu'il y a un mouvement un peu de protection par rapport à ces expériences négatives qui conduisent à taire une part de soi. On fait comme si tout allait bien. C'est une expérience qui est fragilisante sur le plan psychique, de cacher ou tout du moins de ne pas dire quelle est sa réalité quotidienne. Et ça vient vraiment à l'encontre du besoin de reconnaissance et d'identification qu'on éprouve tous. Moi j'ai remarqué que les personnes à qui j'ai proposé de témoigner pour cette intervention ont toutes accepté avec une grande facilité. Et il m'a semblé que pour elles, les occasions de parler de leur surdité étaient rares. L'espace de parole que je proposais était vraiment investi. Et même donc pour Julien, qui est donc un des témoignants que vous avez entendu, il m'a dit que ça avait été l'occasion de parler de sa surdité en famille parce que sa mère, sa sœur, ses oncles et tantes sont tous appareillés et pourtant il n'en parle jamais. En tant que professionnel, vous avez aussi le rôle de partenaire du vécu quotidien des patients et c'est très important. Vous êtes ceux qui vont pouvoir partager avec eux leurs difficultés, se représenter leur réalité avec ses efforts, les stratégies, les échecs et les victoires qu'ils peuvent rencontrer. Mais le rôle des professionnels a ses limites et comme le dit Irène, je la cite, « Malgré tout, mon audioprothésiste ne peut pas se mettre à ma place et je vois que parfois c'est un peu la limite. Les choses que je ressens, il ne les ressent pas lui-même et parfois il a du mal à comprendre. » Donc je vais vous faire écouter son témoignage pour voir quelle solution elle a pu trouver elle. Le moment où je me sens seule pour gérer tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté de rencontrer d'autres personnes malentendantes dans l'association. Parce que je me rends compte que ce que je ressens est partagé par d'autres personnes. Même si on n'a pas toutes le même vécu, mais au moins entre nous, on se comprend. Quand on décrit des situations vécues au quotidien et qui sont vraiment très inconfortables et très difficiles du fait de la surdité. Donc ça, au moins, ça... Donc Irène participe à un groupe de parole dans une association de patients devenus sourds et elle nous montre l'incroyable ressource que ça constitue, cette rencontre avec d'autres personnes malentendantes. En fait, sur le site d'une association de patients, j'ai trouvé cette phrase qui résume bien les choses. Les échanges arrivent parfois à donner du sens à ce que chacun isolément pouvait ressentir comme déplacé, voire même comme insensé. Donc pour résumer cette première partie, concernant la malentendance vue de l'intérieur, on peut dire que le point commun à tous les patients qui rencontrent la surdité dans leur vie d'adulte est qu'ils doivent réorganiser leur rapport au corps et aux autres en intégrant un manque d'informations sensorielles et des sensations corporelles altérées, différentes et désagréables. Cela peut générer de l'angoisse, de la frustration, de la lassitude, de l'isolement psychique. Il y a autant de manières d'intégrer sa surdité que de personnes sur Terre. On peut aussi le dire comme le philosophe Jacques Canguilhem, il n'y a pas de pathologie objective. Chaque personne va faire ce travail de construction de sens, que l'on peut appeler travail de la maladie, et qui va déterminer la place de l'appareillage dans ce contexte. Donc il me reste 10 minutes pour vous parler un petit peu du parcours d'appareillage et du rôle des professionnels pour ce qu'en disent ces patients. Donc on va commencer du coup les témoignages avec, je leur ai posé la question s'ils se souvenaient du coup de leur première visite chez l'audioprothésiste, dans quel état d'esprit ils étaient. Et donc voilà, Sandrine et Anne-Marie répondent à cette question-là.
Ah bah c'est complètement subi, de toute façon, non. Là, je suis arrivée comme je disais, j'ai attendu la dernière minute avant de me faire appareiller, parce que de toute façon, j'avais déjà depuis quelques années, j'entendais un peu moins bien, mais là, ça devenait vraiment critique. Lors des réunions, vraiment, j'entendais plus ce qui se passait, donc j'étais vraiment obligée de me faire appareiller. Là, c'était vraiment... j'avais pas d'autre choix, donc voilà, ça s'est passé. Comment décrire? C'est compliqué quand même, la première fois, parce que on n'a pas trop, on n'admet pas trop au départ. Et puis c'est passé dans un autre monde, et puis c'est parti sur un handicap du coup. Donc c'est vrai que le premier appareillage, c'est un peu compliqué. On est obligé de l'accepter, mais... Donc pour ces deux patientes, effectivement, elles sont allées se faire appareiller au moment où elles n'avaient plus le choix, et on sent bien que du coup c'était quelque chose qui était subi, comme le dit Sandrine, sur le plan psychique. Donc ça ne les a pas empêchés d'accepter leur appareillage et de le porter quotidiennement. Donc maintenant je vais vous faire écouter le témoignage d'Irène sur cette question de l'appareillage, qui n'a pas été simple pour elle. Donc moi j'ai été appareillée à partir de l'âge de 40 ans, parce qu'on m'avait dit de le faire à 40 ans, que la première partie je pouvais encore la gérer moi-même. J'ai donc un peu attendu et je misais un peu beaucoup sur l'appareillage en me disant que ça allait régler mon problème. Eh bien, en fait, pas du tout. L'appareillage a été très, très laborieux. Au lieu de faire des essais pendant 3 semaines comme tout le monde, j'ai fait des essais pendant 6 mois. J'ai changé plusieurs fois d'audioprothésiste. On est finalement parti avec quelque chose de bancal, c'est-à-dire que j'ai été appareillée seulement d'un côté et non pas des deux côtés. C'est tout ce que je pouvais supporter. Donc après... Donc le parcours d'Irène n'a pas été simple parce qu'il a fait se rencontrer d'une part un profil de surdité complexe avec une perte très importante sur les fréquences aiguës et d'autre part des attentes très importantes qui ont été déçues par le peu de gains fonctionnels constatés. Et donc les représentations que les patients peuvent se faire en amont de l'appareillage sont vraiment importantes parce qu'elles vont représenter une forme de grille interne pour la satisfaction ultérieure. On pourrait dire que quand il y a trop d'attentes, c'est compliqué. Quand il n'y a pas du tout d'attente, c'est compliqué aussi. Il faut essayer de donner des représentations ajustées de ce que peut et ne peut pas faire l'appareillage. Et c'est parfois difficile en fonction du profil du patient et de ses capacités de représentation. Donc maintenant, on va écouter Serge parler des contraintes de l'appareillage et de ce qu'elles peuvent induire dans le parcours d'un patient moyennement motivé. J'y voyais une contrainte d'avoir à mettre ses trucs, de faire attention à la flotte, de ne pas les mouiller, etc. Et donc, il fallait changer le fil, machin, etc. Bon, c'est des contraintes, je les ai acceptées. Mais quand les appareils sont tombés en panne, j'ai pas cherché à les remplacer. C'est carré. Donc voilà, pour la première expérience d'appareillage de Serge, les contraintes étaient supérieures aux gains constatés, ce qui l'a conduit à l'arrêt de leur utilisation. Maintenant, on va écouter les témoignages de Sabine puis de Julien qui sont un petit peu différents dans le ressenti. Un peu presque excité du coup de découvrir ce que ça allait être. Voilà. Parce que c'était pour le moment un handicap un peu léger et que voilà, j'avais envie de voir comment c'était de mieux entendre, est-ce que ça allait me gêner, pas me gêner, voilà, comment ça allait être au quotidien, j'étais plutôt impatiente. Voilà, je voyais pas ça comme quelque chose de négatif dès le départ. Ok. Et comment s'est passée l'adaptation ? Pardon, j'ai coupé un petit peu tard. J'étais un petit peu... j'avais un peu peur de ça. Et en même temps, je commençais à être un peu excité par la chose. Parce qu'avec le temps, j'avais quand même envie d'essayer en fait. Au début, j'avais pas très envie d'essayer. Et une fois que j'ai pris la décision, il fallait que j'essaye. J'avais envie. Je ne sais pas si vous pouvez couper. Si je peux couper, parfait.
très bien. Parce que le témoignage est un peu long, on va accélérer peut-être pour laisser un peu de temps s'il y a des questions après. Donc du coup, voilà, on voit que dans les deux témoignages de Sabine et Julien, l'état d'esprit n'est pas du tout le même. On retrouve beaucoup de similitudes entre leurs deux témoignages, hein, les deux avec cette même expression d'excitation et d'envie. Donc voilà, c'est peut-être pour rechercher les points communs entre ces deux personnes. Pour les deux, il y avait une grande ouverture sur ce qu'allait être l'appareillage, peu d'idées préconçues, donc vraiment de la curiosité. Pas mal de confiance aussi, je pense, dans le corps médical et paramédical. Et puis donc ces deux personnes qui sont allées se faire appareiller plutôt tôt dans leur parcours de surdité en fait, qui ont ressenti le désir d'améliorer leur audition avant que ce soit un obstacle majeur sur le plan de la communication. Et puis tous les deux ont également des acouphènes et ça faisait partie de leur demande d'appareillage aussi. Donc ça a peut-être joué aussi sur l'envie et la motivation. Donc maintenant, je vais vous montrer une partie du témoignage de Julien qui peut donner des indications sur pourquoi ça a bien fonctionné pour lui. Et il raconte comment l'ORL a amené l'appareillage. Cette solution existait, voilà. En fait, je me souviens que les conclusions n'étaient pas catastrophistes par rapport à ma perte d'audition. La perte d'audition était réelle, elle était constatée. Ensuite, ça dépendait un petit peu de mon ressenti. Donc quelque part, elle a mis la balle dans mon camp. Sur essayer. Il y a un essai gratuit sur 3 mois, etc. Vous pouvez essayer, vous voyez si ça vous va ou pas, si ça soulage un peu vos acouphènes ou pas, si ça vous aide à mieux entendre. Donc quelque part, je me suis retrouvé en sortant de ce rendez-vous avec une question de est-ce que j'essaye ou pas. Et le fait qu'elle ne m'ait pas présenté ça comme une sorte d'évidence, ou comme une obligation, en fait ça m'a un peu détendu avec ce rapport-là avec l'appareillage. Donc on voit que dans le témoignage de Julien, ce qui ressort, c'est qu'il a vraiment pu s'approprier la démarche et en être acteur. Voilà, avec un ORL en face qui ne lui a pas donné d'injonction à se faire appareiller, mais qui l'a laissé un peu libre de sa décision. Et donc je voulais terminer cette série de témoignages par quelques retours des patients au niveau des attitudes des audioprothésistes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné au niveau relationnel. Déjà rappeler qu'en fait voilà, pour les personnes concernées par les troubles de l'audition, aller en parler à un professionnel, ça relève de l'ordre de l'intime, hein, de leur rapport au corps. On peut se demander est-ce que je vais être jugé, est-ce que je vais être compris par les professionnels quand je vais parler de tout ça. Et en fait, pour vraiment s'ajuster au patient, il faut réussir à le rejoindre là où il en est de sa construction subjective autour de son audition. De le laisser parler, d'utiliser les mêmes mots que lui. Si lui se dit malentendant, on ne va pas lui dire on ne va pas parler de surdité, on va vraiment s'adapter au vocable. Parfois même malentendant, c'est un mot qui fait peur, donc on préfère dire j'ai des troubles de l'audition. Et puis voilà, de s'intéresser à ces hypothèses, même si elles ne sont pas valides sur le plan scientifique, de ne pas chercher à amener tout de suite des réponses techniques ou médicales de laisser venir les représentations du patient, ce qui s'est construit lui comme référentiel. Voilà du coup 2 derniers témoignages donc, de Sandrine et de Julien sur ce qu'ils ont pu expérimenter avec leur audioprothésiste. Essaye toujours de minimiser en fait mon taux de handicap en me disant qu'il y a beaucoup d'autres patients qui ont tel type de surdité. Enfin, il essaie de minimiser pour alléger un petit peu, pour pas dire que j'ai trop perdu, mais en fait j'ai déjà beaucoup perdu et je sais très bien où j'en suis au niveau de mes oreilles, mais voilà. Donc je passe un peu parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais voilà, pour tous les deux, il y avait vraiment cette idée que l'audioprothésiste avait cherché à minimiser un peu l'importance de la surdité. Et en fait, on peut voir que ça a peu d'impact parce que c'est des patients qui sont bien au clair par rapport à là où ils en sont de leur audition et qu'effectivement, ça peut être un peu rassurant aussi pour le professionnel de se sentir, d'essayer de minimiser les choses, mais voilà, c'est pas forcément une bonne solution. Et pour terminer, voilà quelques petites citations de patients par rapport à leur rapport avec leur audioprothésiste. Et je vais surtout vous parler donc, du témoignage de Serge que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il dit le premier audioprothésiste que j'ai vu était moins attentif à ce qu'il pouvait m'apporter, étant donné que je n'apparaissais pas être très gênée dans mes relations avec les autres. Le second audioprothésiste, quelques années plus tard, était plus motivé dans la façon de me traiter.
Il a été plus à l'écoute de ce que je ressentais, de la façon dont je vivais ma surdité. Il a su repérer que j'étais tendue quand j'étais en situation d'écoute et il a su m'apporter du confort par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit comment peuvent se répondre la motivation du patient et la motivation du professionnel. Dans la première expérience d'appareillage, je ne sais pas qui était le moins motivé des deux, certainement pas l'audioprothésiste, certainement le patient, mais lui a ressenti que son audioprothésiste n'était pas motivé. Donc voilà, il y a des dimensions aussi très projectives et on peut arriver aussi à des cercles vicieux quand on est face à un patient qui est là mais qui n'a pas vraiment envie d'être là. Comment on arrive à le sortir de cet état-là? Et pour le second audioprothésiste, lui, il a réussi à verbaliser des comportements inconscients du patient, qui du coup était vraiment en tension d'écoute parce qu'il allait se faire appareiller assez tard. Et l'audioprothésiste a pu lui dire, mais en fait là, vous forcez vraiment. Et il a pu prendre conscience de quelque chose et ça a renforcé sa motivation. Donc voilà, pour terminer et pour peut-être ouvrir aussi les échanges et la réflexion, ces petits éléments de retour de patient. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou pas? Alors, merci beaucoup pour votre intervention qui, j'en suis certaine, fait écho à notre pratique quotidienne, mais qui rajoute une lecture et un éclairage qui nous seront précieux. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions, n'hésitez pas à les faire au travers de l'application. Et vu que la matinée se termine par une table ronde, ce sera peut-être plus facile pour prolonger les échanges. Merci encore en tout cas.